Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Il est exactement 13h et même si le beau temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, c'est avec bonheur et le sourire relève que je vous retrouve comme chaque jour pour Société. Votre rendez-vous sur i24 News, c'est un autre regard sur l'actualité. Je propose aussi et surtout de parler de ce qui fait votre quotidien ensemble tous les jours sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, on déjeune ensemble et en guise de mise en bouche, voici le menu. Faut-il fermer les frontières aux migrants ? En Allemagne, le ministre de l'Intérieur bavarois considère que la fermeture des frontières est une nécessité, alors que pour le ministre allemand des Affaires étrangères, cela ne résoudra pas la crise qui touche l'Europe. Comment allier plaisir de la glisse et nouvelles technologies ? Aujourd'hui en plateau, les meilleures applications pour vous faciliter la vie en montagne et pour skier connecté. Notre grand dossier nous emmène aujourd'hui dans les coulisses des podiums. Beauté, minceur sont des maîtres mots qui deviennent rapidement dangereux pour celles et ceux qui y sont soumis. Mais avant de nous mettre à table, je vous propose de faire un point sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Regardez. Au Pakistan, les talibans ont revendiqué l'attaque d'une université dans le nord-ouest du pays. Au moins 21 personnes ont été tuées et plus de 30 ont été blessées, parmi elles des étudiants, du personnel et des gardes de sécurité. Suite aux attentats de 2015, les actes islamophobes ont triplé en France. Les juifs sont également très touchés. Tenez-vous bien, plus de 800 actes antisémites ont été commis l'année passée sur le territoire national. Enfin, le cinéaste Ettore Scola nous a quittés à l'âge de 84 ans, le réalisateur d'une journée particulière et de « Nous sommes tant aimés » est l'un des derniers grands maîtres du cinéma italien. Le grand thème du jour de notre émission Société est consacré aux migrants. Cette période hivernale, la situation s'aggrave pour les réfugiés, d'autant que les politiques des États européens divergent sur la question de la gestion des migrants. Dernière controverse en date, celle qui oppose l'Allemagne à l'Autriche. Résultat, des centaines de réfugiés sont coincés sur la frontière de deux pays. Alors on le voit, la crise des migrants envenime les relations entre les États européens et ce sont bien entendu les réfugiés eux-mêmes qui en payent le prix. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Sarah Martinez, bonjour. Bonjour. Vous interviendrez tout au long de ce dossier. En attendant, regardez le sujet réalisé par Jonathan Serrero et on en parle après. Les autorités allemandes ont durci le ton de leur politique d'accueil des migrants. Elle encourage désormais les candidats à l'immigration à se diriger vers son voisin autrichien. Nous n'avions aucune idée de cette situation. Ils nous ont donné des papiers, ils nous ont dit « vous pouvez rester en Autriche et rester là-bas ». En 5 mois, l'ambiance a changé. Le froid de l'hiver a congelé l'espoir de l'accueil estival. Les migrants se retrouvent désormais livrés à leur sort, trimballés entre les différentes gares d'Europe de l'Est et les différents contrôles d'identité. Le renforcement de la politique d'accueil en Allemagne pousse désormais les migrants à réfléchir à d'autres destinations de refuge. Toute ma famille a des papiers en France. J'aimerais aller en France, Inch'Allah. Pour répondre à la décision des autorités allemandes, le gouvernement autrichien va prendre des mesures pour rendre son pays moins attrayant. La frontière avec la Slovénie a déjà été fermée. Le nombre de personnes refoulées est passé de 60 en décembre à 200 depuis le début de l'année. Du 4 au 10 janvier, les bureaux autrichiens de l'immigration ont reçu 1777 demandes d'asile, soit environ 300 de plus que fin décembre. Jonathan Serrero, bonjour. Alors, on vient de le voir dans votre reportage, près d'1 million de migrants sont arrivés sur le continent européen ces derniers mois. Parmi eux, des milliers d'enfants à signaler. Avec l'arrivée de l'hiver, la situation devient de plus en plus critique. Elle est même désespérée, ce n'est pas moi qui le dis Valérie, c'est Valentina Bollenbeck, la porte-parole de l'association de défense des droits de l'homme des droits de l'enfant, Save the Children. Pour mieux se rendre compte du désastre qui se déroule à nos portes, on va partir tout de suite en Serbie, à Preševo, à l'extrême sud du pays. Nous sommes proches de la frontière avec l'Albanie. Rien qu'à la vue des images, on peut s'imaginer dans quelles conditions ces enfants et même leurs parents qui ont effectué des kilomètres dans la neige vivent. La responsable de l'ONG britannique a alerté les pouvoirs publics et les chancelleries mondiales contre les risques accrus d'hypothermie qui peuvent concerner les enfants.
Les autorités serbes ont toutefois pris des mesures pour venir en aide à ces populations. Sarah, y a-t-il des questions téléspectateurs déjà ? Oui, Valérie, le public est inquiet. Samuel de Marseille, 81 000 enfants, dont 18 000 bébés, dehors, sur les routes ou dans les camps. Comment est-ce possible au XXIe siècle ? C'est vrai, Jonathan, on se demande comment c'est possible de laisser des enfants dans des conditions pareilles, dans des maisons vétustes, sans chauffage, près d'une voie ferrée. C'est pas possible, on a l'impression que ce sont simplement des clochards. Comment vont-ils passer l'hiver ? Il faut l'expliquer par une raison très simple. Il y a le manque de coordination en matière de politique d'immigration de l'Union européenne. Chaque pays a ses propres règles, a ses propres contingences politiques. Il faut faire face aussi aux opinions publiques qui sont défavorables parfois et même souvent contre l'arrivée d'étrangers. On le voit en Allemagne avec la situation. Résultat, on voit ces populations laissées pour compte sur le bord de la route. D'ailleurs, l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme. Oui, là aussi, par l'intermédiaire de son porte-parole aussi, Christophe Boulierac. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Les récentes températures descendues sous 0 degré et parfois les chutes de neige empirent les mauvaises conditions physiques des enfants qui se déplacent et n'ont pas les vêtements adéquats ni une alimentation appropriée à leur âge. Alors pour éviter d'empirer le drame humanitaire qui se joue donc à nos portes et en Europe, l'UNICEF a lancé un programme d'aide détaillé par le porte-parole de l'organisation onusienne. On l'écoute à nouveau. Aujourd'hui, l'UNICEF et ses partenaires ont aidé 100 000 enfants dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en Serbie et en Croatie. Parmi eux, 81 000 enfants ont reçu de l'aide grâce à notre réseau de lieux d'accueil adaptés à l'hiver et près de 18 000 bébés et nourrissons ont reçu des services spécialisés. Aujourd'hui, les organisations non gouvernementales parlent de catastrophe humanitaire en Europe, et notamment Médecins sans frontières, qui publie un rapport très sévère, accablant sur l'échec catastrophique de la gestion de ces migrants en Europe. Maurice Fergan. Oui, Valérie, un rapport circonstancié, puisque l'organisation humanitaire Médecins sans frontières est mobilisée partout en Europe. On compte pas moins de 553 personnes sur le terrain, 31 millions d'euros ont été investis. L'organisation a fourni des soins d'urgence et surtout 100 000 consultations qui ont permis de dresser un aperçu dramatique des conséquences des obstacles sur la santé des réfugiés. Alors, il y a aussi des opérations de sauvetage en mer effectuées par Médecins sans frontières. L'organisation a sauvé 20 000 réfugiés en Méditerranée centrale et 6 000 en mer Égée. Une autre question téléspectateur, Sarah Martinez. Oui, Jean-Paul de Vichy a beaucoup de respect pour les organisations humanitaires, mais que peut-on faire face à un flux si important ? Maurice, les solutions proposées ? Écoutez, alors justement, Médecins sans frontières propose des solutions, mais tout d'abord, il faut savoir que l'organisation est très, très sévère avec les autorités européennes. Certaines politiques européennes ont été pires que l'incurie, ont aggravé les maux, affirme l'organisation. Les dirigeants européens n'ont pas créé d'alternative à une traversée maritime meurtrière. Les clôtures et les murs n'ont fait qu'aggraver la situation sans régler le problème. Complexité et évolution permanente des procédures administratives d'enregistrement qui sèment la confusion. Enfin, conditions d'accueil totalement inadéquates en Italie et en Grèce. Alors, les solutions proposées par Médecins sans frontières, ouverture de voies sécurisées et légales. L'objectif est de diminuer l'emprise laissée aux passeurs et éviter ainsi que les frontières ne deviennent des murs face au flux des migrants. Ensuite, un programme de recherche en mer, s'approcher au maximum des points de départ des migrants. C'est ce que propose MSF. C'est justement là où ne va pas l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Europe. Et généralement, on sait que les naufrages se produisent non loin des lieux, des points de départ. Enfin, accueillir davantage, relocaliser intra-européens les migrants et lutter contre les violences des autorités. D'ailleurs, Maurice, Jonathan, il ne faut pas confondre migrants et réfugiés. Oui, absolument. Il y a une différence énorme entre les deux. Pour l'Europe, un réfugié est une personne qui fuit un pays en guerre. Et en l'occurrence, les Nations Unies, on considère que les Syriens ont automatiquement le statut de réfugiés. Maintenant, les migrants qui quittent des pays simplement pour des questions économiques, pour retrouver une situation économique et sociale bien meilleure, ne sont pas considérés comme des réfugiés et donc ne peuvent pas recevoir un statut privilégié. Ce sont des migrants. Jonathan ? J'apporte juste une précision. Angela Merkel vient d'interdire l'entrée en Allemagne aux migrants algériens et marocains. Merci Jonathan, merci Sarah, on vous retrouve demain.
Les autorités allemandes qui sont donc divisées sur l'accueil des réfugiés, d'autant que les agressions sexuelles de ce nouvel an à Cologne ont mobilisé l'opinion publique contre l'afflux des migrants. Jonathan Serrero vous propose un reportage. La vague d'agressions sexuelles à Cologne et les tensions apparues avec la population locale ont convaincu les autorités allemandes de réduire le flot de migrants dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères allemand Frank-Walter Steinmeier a fustigé l'immobilisme de l'Union européenne à prendre la mesure du dossier. Nous sommes mécontents de la gestion du dossier des migrants par l'Union européenne. Je ne parle pas de répartition de l'accueil. Les hotspots prévus par Bruxelles ne sont pas encore opérationnels. Le chargé européen du dossier a annoncé l'ouverture de ces hotspots en Grèce et en Italie. Les hotspots sont des centres censés faire le tri entre les migrants échoués sur les côtes grecques ou italiennes. Face au retard pris par les autorités de Bruxelles, les Allemands doivent toujours gérer l'afflux de 1000 à 2000 personnes par jour venues d'Autriche. Pourtant, le chef de la diplomatie de Berlin n'entend pas fermer les portes de l'Allemagne aux réfugiés. Nous ne trouverons pas de solution par un simple coup de baguette magique. Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucunement l'intention de fermer nos frontières. Fermer les frontières ne résout pas le problème. Situé à la frontière avec l'Autriche, le Land de Bavière constitue la porte d'entrée des migrants sur le territoire allemand. La région a été ces dernières semaines le théâtre d'incidents entre réfugiés et population. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Bavière rappelle aux nouveaux venus l'obligation de s'adapter aux lois du pays. Nous avons une culture forte et bien établie en Allemagne. Notre système juridique fonctionne parfaitement. Nous attendons d'une personne vivant de façon permanente ici qu'il s'adapte à nos traditions. L'Allemagne s'est engagée au mois d'août dernier à accueillir 800 000 migrants sur son territoire. Au contraire de son collègue de la diplomatie, le ministre allemand des Transports, Alexander Dobrindt, a jugé inévitable la fermeture des frontières du pays. C'est donc l'opinion Génération. Alors 2.0, c'est vous, Sacha Reboux, bonjour. Vous êtes étudiant et vous, Maurice Fergan, vous représentez la génération mai 68. Alors Sacha Reboux, à votre avis, faut-il fermer la frontière aux migrants ? C'est évident, Valérie. On parle de l'Allemagne. Hein. Bien sûr, la frontière de l'Allemagne, il faut la fermer, comme l'ont préconisé notamment le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, ou encore le ministre des Transports, Alexander Dobrindt, qui dit, je cite, « L'Allemagne risque d'être à genoux si elle ne ferme pas ses frontières ». Donc si on se penche sur le nombre des réfugiés aujourd'hui, en 2014, 205 000 migrants sur l'Europe entière. En 2015, 1 100 000. Si on regarde les pays d'accueil, là c'est absolument aberrant. L'Allemagne, 1 75 000 personnes. Le reste de l'Union européenne, 230 000, donc des chiffres totalement fous. Si on regarde, donc évidemment, ça ne compte pas dans ces chiffres-là les 300 000 entrées illégalement sur le territoire allemand, dans ce qui est quand même considéré comme la plus grosse crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors certes, au début, l'Allemagne, elle y trouvait son compte. Évidemment, elle avait un problème démographique, un problème économique, donc c'était très bien pour elle. Mais aujourd'hui, la situation a bien changé et c'est aussi difficile pour les migrants puisqu'on ne peut pas les loger, on ne peut pas les intégrer au monde du travail, ni les intégrer dans la vie sociale. Donc c'est très compliqué pour eux de vivre comme ça. Donc la seule solution, c'est de fermer les frontières, on les intègre et ensuite on les réouvre pour en accueillir d'autres si possible. D'accord, donc vous voulez fermer et vous, Maurice Fergan ? Non, je pense qu'il ne faut absolument pas fermer les frontières. Pour quelqu'un comme moi qui a connu le processus de création de l'Europe, ce serait un drame. Ce serait aussi la fin de l'accord de Schengen qui prévoit la libre circulation entre les pays européens et donc un coup dur porté aux principes européens. Alors vous savez, l'espace de Schengen est une zone de libre circulation où les contrôles aux frontières ont été abolis pour les voyageurs, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Non, ce qu'il faut revoir, surtout, c'est le mécanisme de répartition des réfugiés, ce qu'on appelle les quotas, qui doit être imposé. Le problème, c'est comment l'imposer, par la force ou par l'incitation. On pourrait aussi faire pays par pays et isoler les pays qui ne veulent pas accueillir des réfugiés et leur dire si vous ne voulez pas, vous payez. Le danger, c'est de se retrouver, et on revient à l'accord de Schengen, avec un espace Schengen réduit à quelques pays qui, eux, accepteraient d'ouvrir leurs frontières aux réfugiés. Alors dans cette situation floue, c'est chacun se débrouille un peu comme il veut. Le Danemark a imposé des contrôles à ses frontières avec l'Allemagne. La Suède exige une carte d'identité pour passer du Danemark au Royaume-Uni. Alors, moi, ce que je propose, tout simplement, c'est qu'on ne ferme pas ces frontières, mais qu'on incite les pays voisins de l'Europe à installer des réfugiés sur leur territoire et aussi, surtout, ce qui a été fait, les aider financièrement. Vous vous souvenez de cet accord entre l'Europe et la Turquie, un accord de 3 milliards d'euros pour que la Turquie installe les réfugiés sur son territoire. C'est la seule solution possible. On pourrait payer pour accueillir des réfugiés. Vous pensez que c'est la solution ?
Il n'y a pas le choix, vous allez payer de toute façon. Si nous payons de façon sociale dans notre pays pour les accueillir chez nous, c'est pareil que les payer pour les accueillir ailleurs. Donc aujourd'hui, ils ont besoin d'être accueillis quelque part. Donc il n'y a pas le choix, il faudra payer. Donc autant les accueillir là où il y a de la place. Merci Sacha, merci Maurice, on se retrouve demain. Et le problème des réfugiés qui ne se pose pas qu'en Europe. Au Mozambique, des milliers de personnes ont trouvé refuge dans un camp au Malawi. Ils fuient les violences politiques qui secouent le nord du pays. Ils étaient 300 en juin, ils sont plus de 1500. Aujourd'hui, ils font face à la pauvreté, la faim, l'incertitude. Regardez. Cette Mozambicaine craint pour sa vie et celle de sa fille. Son mari a été tué par l'armée, sa maison et ses récoltes détruites. Comme des centaines d'autres réfugiés, Malita Elias a dû marcher pendant 5 jours, sous le soleil, pour rejoindre ce camp à Capicé, un village au sud du Malawi. Je ne rentrerai jamais chez moi. Il n'y a pas la paix là-bas. Pendant que je vous parle, beaucoup de gens fuient mon pays pour venir dans ce camp. Donc tant que la paix ne sera pas revenue, je ne suis pas prête à rentrer. Depuis juin, les forces gouvernementales et la Renamo, le principal parti d'opposition, se sont affrontés à plusieurs reprises dans le centre du Mozambique. La guerre civile s'est terminée en 1992, mais la Renamo n'a pas accepté les résultats des élections de 2014. Et son leader veut prendre le pouvoir dans certaines provinces. En représailles, l'armée est accusée d'avoir brûlé des maisons et d'avoir commis des exactions. La situation est terrible chez nous. Quand ils ne vous tuent pas, ils violent votre femme en votre présence. C'est tragique. Les nouveaux réfugiés sont enregistrés comme demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas la fin de leur calvaire. Le camp manque d'eau et de nourriture et survit uniquement grâce aux ONG. Le gouvernement malawite assure de ne pas avoir de ressources disponibles pour les aider et souhaite que leur pays d'origine trouve une solution. Nous devons sans doute dialoguer plus avec le gouvernement mozambicain pour voir ce qu'ils font pour mettre fin à ce problème. La police mozambicaine nie les accusations des réfugiés et pourtant leur nombre continue d'augmenter. Leur seul espoir réside dans le dialogue entre le gouvernement et les anciens rebelles pour que la paix revienne dans leur région. Et nous accueillons sur notre plateau Joël Lévy. Joël Lévy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue ici à Tel Aviv et vous exercez également à Paris. Le concept de notre émission, vous le savez, c'est de parler de votre quotidien. Je suis sûre que vous êtes nombreux à subir ce genre de problème. La crise d'adolescence, elle est traditionnellement décrite comme une épreuve obligatoire qui marque le passage de l'enfance vers l'âge adulte. La crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. Alors Joël Lévy, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette crise d'ado ? C'est un passage, comme il y en a plusieurs dans la vie d'un individu. Et là, c'est un passage fondamental puisqu'on doit sortir du cocon familial, de l'identification aux parents. C'est pour ça que c'est une période très difficile pour les parents, finalement. Oui, alors pourquoi on parle de crise ? C'est que c'est difficile quand même. Parce que tout vole en éclats. Toutes ces capacités qu'on avait enfant à vouloir ressembler à papa, à vouloir faire comme maman, tout ce qu'on a emmagasiné dans l'enfance, on remet tout sur la table, on doit prendre toutes ces pièces du puzzle et en faire quelque chose d'original. Enfin, l'adolescent le pense en tout cas. Parce que cette idée de crise, quelque part, ça veut dire aussi perturbation. Oui, perturbation, mais aussi remise en question, critique. Il faut aller chercher sa propre personnalité, son identité sexuelle aussi, ses goûts. C'est pour ça que l'adolescent est assez extrême dans toutes ses envies. C'est aussi comme ça qu'il va petit à petit façonner sa personnalité. Finalement, on le sait, après l'adolescence, on va revenir sur des choses qui étaient plus conventionnelles, mais il y a ce besoin, cette période-là, de se montrer original, surtout par rapport aux parents. C'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est une période, comme vous le dites, difficile. Comment pour les parents, on peut faire vraiment la part des choses, se dire ça va passer, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Quels conseils pouvez-vous leur donner ? Mais déjà de ne pas diaboliser leur adolescent, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que d'un jour à l'autre, on a un enfant qui n'est plus celui qu'on connaît, celui qui était énergique, qui voulait faire 4 ou 5 sports, se met à s'allonger dans sa chambre comme un légume, c'est ce que les parents disent, ils sont comme ça. Et c'est vrai qu'on a très vite peur pour les garçons, on les voit manger énormément. Il y a une métamorphose hormonale qui est impressionnante. Les filles qui adoraient leur mère et qui les regardaient comme une icône se mettent à lui dire « tes tenues, c'est pas terrible, tu vas pas dire ça, tu vas pas faire ça ». Il y a vraiment
une métamorphose et dans la présentation de cet ado, eux-mêmes sont surpris. Donc ils sont aussi très angoissés par ça. Y a-t-il des signes qui peuvent inquiéter les parents? À quoi doit-on faire attention? Alors, il faut faire attention au contexte, parce que l'adolescent se pense très solide, joue à l'adulte, et il n'a pas les outils pour être un adulte, donc il est effectivement en danger par rapport aux drogues, par rapport aux conduites à risque, par rapport aux phénomènes de groupe. Il est finalement... voilà, moi je dis souvent, ils ne sont pas finis, ils n'aiment pas ça, quand je leur dis ça, mais oui, ils ne sont pas finis, donc du coup, ils sont tentés par de nombreuses expériences. Il y a des pièges justement à éviter? Oui. Il y a des contextes... un adolescent a besoin de cadre. Il a besoin qu'on dialogue avec lui, mais il a aussi besoin de cadre, et certains cadres sont rédhibitoires. Mais il y a des choses qu'on peut faire pendant la crise d'adolescence et qu'on peut regretter toute sa vie? Oui. Oui, les premières expériences, échecs scolaires, il y a des choses plus graves, des expériences sexuelles qui sont pour le moins risquées, des conduites à risque, des insertions dans des groupes de délinquance, l'alcool. Alors on le sait aujourd'hui, ça commence beaucoup plus tôt qu'avant. Ils sont tentés par toutes ces expériences, ça n'est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont devenir des gens intéressants. Et c'est vraiment fondamental qu'il y ait maintien du dialogue. Voilà. Alors, le parent est très déstabilisé. Et pour revenir juste à votre question, il faut aussi se souvenir de sa propre adolescence. Je crois que ça aide beaucoup. De se souvenir que nous aussi, on a pensé que nos parents étaient très très vieux, qu'ils ne connaissaient pas la vie, etc. etc. Merci Joëlle Lévy. Donc une période qui réclame beaucoup d'attention et de sérénité de la part des adultes, on l'a compris. À nous, Virginie Khalifa, bonjour. Bonjour. Alors vous revenez de vacances au ski et vous nous donnez toutes les astuces aujourd'hui pour passer un bon séjour à la neige. C'est ça Valérie, je viens d'atterrir et il faut savoir que quand on va au ski, il faut bien évidemment une bonne préparation, il faut une assurance ski, du bon matériel et aujourd'hui c'est indispensable. Il faut un smartphone. Il vous permet de connaître la météo, des infos sur les pistes, vous réchauffer et même vous garder en sécurité. Alors on va commencer avec une première application pour tous ceux qui veulent skier en sécurité. C'est une application qui concerne la météo. Alors, il y a certains qui vont me dire, oui, alors la météo, c'est très simple, je sors mon téléphone portable et j'ai la fonction météo. Mais ce n'est pas assez, puisque quand on va au ski, il faut aussi connaître l'état de la neige, savoir si on peut skier sur certaines pistes et qui ne sont pas dangereuses. Et cette application s'appelle Ski & Snow Report. Elle est très facile d'utilisation et elle permet de connaître l'état d'enneigement des pistes, la température à un endroit précis, les risques d'avalanche, c'est très important en ce moment, parce qu'on en a eu déjà un peu plus de 15, et la force du vent dans 2000 stations différentes. Et puisque je vous parle de vent, on va bien évidemment parler du froid. Il fait froid quand on va au ski, et aujourd'hui, je vous apporte une solution incroyable. Moi, c'est quelque chose qui m'a complètement séduit. C'est encore une fois à partir de votre portable. L'application s'appelle Chauffage de poche. En fait, elle permet de transformer votre téléphone portable en petit chauffage. Alors, comment ça marche? Pas de problème, il va pas Alors, exploser, aucun problème, justement. C'est électrique. étudié, c'est précis. Alors, on surchauffe le téléphone portable sans l'endommager. Et puis, on peut l'utiliser comme une véritable petite bouilloire. Ouais, bon, c'est une bonne idée. Et puis alors, c'est sympa, faut utiliser son téléphone dans tous les cas. Alors, on a chaud et on termine, Virginie, avec une application insolite pour une super journée au ski. Alors voilà, on voit plein d'applications pour rester en sécurité, pour envoyer un signal de GPS en cas d'urgence, mais on n'en parle pas souvent de ces applications qui utilisent la réalité augmentée. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On l'a vu avec les lunettes connectées, on a l'impression d'être quelque part et puis finalement il y a des notifications qui s'affichent sur votre écran ou sur vos lunettes. Alors l'application s'appelle Real Ski. Et là, on s'adresse, Valérie, aux geeks, aux plus geeks d'entre nous, parce qu'il faut quand même se balader avec son portable et puis être capable de skier et de filmer en même temps, c'est un peu compliqué. Elle utilise bien évidemment le principe de la réalité augmentée. Malheureusement, elle n'est pas disponible en France, mais j'avais envie de vous en parler. En gros, le lutin du téléphone fera apparaître sur l'écran des notifications qui vous diront si dans le coin, eh bien, on a un restaurant, on a une piste en particulier, et aussi s'il y a du hors-piste et qu'il faut faire attention. Vous aimez les vacances au ski, Joëlle Lévy? Pas du tout. Pas du tout. Même avec les applications proposées par Virginie Khalifa. Allez la regarder skier. Moi, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. On va y aller ensemble. Je vais me lancer dans les slaloms et les concours. Et moi, j'ai besoin de plusieurs la crise d'adolescence est terminée. Ah, d'accord. Il faudra beaucoup de téléphones. Je crois que j'en ai besoin plus que vous. Moi. Oui, remarquez, vous pouvez avoir 2 téléphones portables en guise de chauffage, Virginie. Je n'ai pas parlé du chauffage électrique. Non, c'est une blague. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que vous ne
vous déplacez jamais sans votre téléphone portable. C'est ça d'ailleurs, attendez. Vous avez des 3% de batterie. Alors, vous savez qu'il va y avoir de la neige ici à Tel Aviv, normalement, c'est ce qu'ils annoncent. En tout cas, à Jérusalem, c'est sûr. Une application peut-être pour ne pas glisser, parce que moi, chaque année, je tombe. Ça me semble difficile. Je ne sais pas quel type d'application pour éviter la chute. Difficile, mais on peut la créer pour elle. On peut réfléchir. On peut réfléchir. Merci beaucoup Virginie, merci Joël. Reste avec nous dans quelques instants. Le grand dossier de la semaine où nous pencherons sur le diktat de la minceur. Nous parlerons aussi d'éco, musique et people. Chirel nous expliquera comment organiser sa chambre à coucher, car les secrets pour passer une bonne journée, c'est de bien dormir. A tout de suite, restez là.